Radio Libre Expression. Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir sur Radio Libre Expression Nézinam. Nézinam, bonjour. Bonjour. Je donne le titre de votre livre, L'irréprochable ou le pervers narcissique. Oui, l'irréprochable, oui, je tenais beaucoup à ce mot-là. Alors pourquoi? Eh bien parce que ces personnes-là sont, ou semblent, ou paraissent comme irréprochables. C'est-à-dire que par leur situation sociale, la plupart du temps, on ne peut pas les atteindre et on ne peut pas se battre contre eux. Donc ils agissent totalement en toute impunité et comme vous l'avez vu chez certains de nos politiques, se permettent des choses parce que leur entourage leur permet aussi, pour peut-être conserver une place, un statut social, de continuer tout simplement. Donc c'est pour ça que je tenais à ce titre l'irréprochable. C'est-à-dire qu'on n'a finalement rien à leur reprocher. Donc il y a cette partie-là, et l'autre partie, c'est que quand on essaye de s'en sortir et qu'on va voir ce qu'on appelle un psychiatre, le psychiatre nous explique que pour les pervers narcissiques, il s'agit d'une maladie. Donc, qui dit maladie, dit normalement soin, mais ils sont incurables. Donc on ne peut rien pour eux, on ne peut que les plaindre. C'est quand même ce que j'ai entendu. C'est-à-dire que nous sommes victimes de violences physiques et psychologiques, et on nous demande de plaindre ces personnes. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi aux auditeurs vous avez choisi d'écrire avec un pseudo? Parce qu'on a, même si on écrit, même si on témoigne, on a toujours peur de ces gens-là et on a surtout peur que ça se retourne contre nous. On se sent toujours en situation de faiblesse et ces gens-là nous font comme peur. Parce que la première réaction sera de dire ce n'est pas vrai, tout cela n'est pas vrai, ce n'est que des mensonges. Parce que dans le pervers narcissique organise tout, et si on n'est pas blindé de preuves, ça peut vraiment se retourner contre nous. Si on regarde ce qui se passe dans les médias aujourd'hui sur des affaires que je ne citerai pas parce que je ne vais pas encore en plus faire de la pub, monsieur qui franchement me fait vomir, la femme qui aurait été attaquée, aujourd'hui on lui reproche presque l'heure à laquelle elle sortait ses poubelles pour essayer de la salir, au sujet d'une affaire qui s'est passée donc aux États-Unis. Donc de toute façon, si on parle, on sera sali. Et comme on a été sali pendant des années, je crois qu'on n'a pas envie que ça continue. Alors c'est paradoxal, parce que vous allez me demander alors pourquoi témoigner? Parce que ça fait du bien, et puis que secrètement, on espère que ça serve à d'autres personnes. Et d'une façon plus pragmatique, on espère aussi qu'un jour, on va légiférer sur ce phénomène-là, qui prend de l'ampleur. On voit que récemment, un avocat a réussi, j'allais dire, malheureusement, à annuler les lois qui concernent tout ce qui est... harcèlement sexuel. Exactement. Oui, dans la mesure où quelqu'un qui a été condamné à la prison continue, on va dire, officiellement, sans forcément y être assiégé, moi je me pose des questions sur le Conseil constitutionnel aujourd'hui. Mais c'est révélateur, si vous voulez, d'une société qui continue à vouloir ne pas parler de choses qui sont des tabous. On n'a pas envie d'entendre que des gens qui ont l'argent et le pouvoir se conduisent comme des... Excusez-moi, j'ai pas l'habitude d'être vulgaire, mais des salopards. On n'aime pas entendre ça. Nézinam, dans votre livre, vous nous parlez du début des dérives. Expliquez-nous un peu plus. Le début des dérives, ça a été quand même assez rapide, mais j'avais une vie assez, j'avais pas conscience de tout ce monde-là, ce que j'appelle un monde de furieux. Et quand j'ai rencontré cette personne-là, je suis tombée amoureuse, et bien, voilà, il m'a emmenée dans les boîtes d'échangisme, et c'est devenu très vite une obligation. Parce que au-delà de son problème de pervers narcissique, c'est aussi un prédateur sexuel qui se permet vraiment des choses inimaginables. La caractéristique du pervers narcissique, c'est de ne pas avoir... Une des caractéristiques des pervers narcissiques, c'est de ne pas avoir d'émotion. Donc il a tendance à traiter les gens comme des objets.
il s'en sert, il les jette. Donc vous imaginez ce que ça peut donner dans un club dit libertin. J'aime beaucoup ce mot parce que, comme en fait c'est un bordel, hein. J'ai quand même pas mal d'années d'expérience, puisque j'ai suivi cet homme-là pendant des années. Je suis désolée, le SMS de DSK était très révélateur quand il a dit je serai là, ou je ne sais plus, ou oui voilà, je serai là avec du matériel. Et le matériel, le matériel, ce sont les femmes. Avoir servi de matériel, ça m'a pas du tout fait rire, et je pense que les femmes qui servent de matériel aujourd'hui se reconnaîtront, et ça ne les fera pas rire. Il faut comprendre le mode de fonctionnement des clubs. J'ai pas envie de dire club libertin parce que ça nous ramènerait, ça donnerait un sens glamour. C'est pas glamour du tout. En fait, certains hommes cherchent des femmes qui vont les accompagner parce que l'organisation est telle que si, dans la plupart des cas, si vous venez accompagné d'une femme, vous ne payez pas l'entrée. Et en fait, ceux qui payent l'entrée, ce sont les hommes seuls. Ils payent ce que j'appelle le prix de leur frustration, quoi. Donc il y a quand même le système est assez pervers. Donc moi, le pervers narcissique que j'ai rencontré avait besoin d'une femme, si possible soumise et sous sa coupe, et donc c'est que des économies pour lui, quoi, en plus. Et souvent ces femmes sont prisonnières parce que, faute de moyens, quoi. Donc dans votre livre, vous parlez de la fuite. Pas nécessairement, parce que, moi j'ai fait quelques études, j'avais des postes intéressants. Mais quand on tombe amoureux de quelqu'un, on est capable de tout lâcher. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, effectivement, au bout d'un moment, j'ai dit, je m'en vais, je suis partie à 500 km, voilà, parce que je ne voulais plus de ça, et je pense que au bout de 4 ans, je dis, c'est pas possible d'être comme ça, et puis je faisais des crises d'angoisse, les pompiers venaient me chercher sans arrêt, je faisais des attaques de panique. Ce que je dis dans le livre, c'est que quelquefois le corps se met à exprimer ce que les mots ne savent pas dire, quoi, hein. C'est-à-dire que on veut dire non, on n'y arrive pas, ça se transforme vite en crise d'angoisse, en attaque, on se défend comme on peut. Donc au bout d'un moment, j'ai déménagé, je suis partie, et j'ai dit, je vais organiser ma vie autrement. Donc, j'ai su quand même remonter une entreprise qui fonctionnait très bien. Toutes les semaines, il faisait 500 km. Donc, au début, je me suis demandé pourquoi. Après, j'ai dit, mais c'est pas possible qu'il m'aime à ce point-là. Mais en fait, il avait tout simplement les moyens de faire ces 500 km. Il ne travaillait pas et il venait s'amuser avec moi. Voilà, donc c'est pas de l'amour, c'est juste du plaisir. Ah mais c'est le pervers, c'est la philosophie du plaisir pour soi. C'est-à-dire que ces hommes-là sont capables de vous demander en mariage, de vous acheter une bague, de vous montrer qu'ils sont en train de divorcer en faisant des faux papiers, mais tout simplement pour obtenir ce qu'ils veulent. Et nous, on les croit. Voilà. Donc c'est à partir du moment où on est sous le charme, qu'on est sous emprise et qu'on est amoureuse, on se pose quand même des questions, mais on se dit, on va se rendre à l'évidence, et lui arrive d'être gentil avec moi, puisqu'il me demande en mariage. Alors il m'a demandé 3 fois en mariage en 5 ans, et on ne réagit pas, parce qu'à la première fois, on se dit, pourquoi ça n'arrive pas, la deuxième fois, pourquoi ça n'arrive pas, la troisième fois, pourquoi ça n'arrive pas, donc on est complètement dans le déni de ce qui nous arrive. Des fausses promesses pour mieux vous garder, quoi. Voilà. Alors, où on passe par ces moments de promesses, de petites attentions, où s'il n'a pas ce qu'il veut, après il va passer en mode agression, être extrêmement violent. C'est-à-dire que moi, j'ai cru que j'allais mourir, oui. La première fois que vous avez subi cette violence, est-ce que vous avez réalisé qu'il fallait immédiatement porter plainte, partir? Non, parce on culpabilise, puisqu'il nous explique que c'est de notre faute. Et on se dit, oui, effectivement, pourquoi moi je l'ai mis en colère? J'ai pas été gentille. La première fois, c'était à la sortie d'un club, d'une boîte d'échangisme. Et
j'avais pas voulu participer parce que je pouvais pas. Parce que c'est pas mon truc, parce que je m'y sentais mal, et voilà. Et donc j'ai voulu sortir de cette boîte. Malheureusement, on n'a pas voulu me laisser sortir sans lui. Voilà, l'histoire du couple, le couple rentre à deux, le couple sort à deux. Donc ça l'a mis dans une colère absolument épouvantable. Parce que moi j'attendais dans l'entrée avec mon manteau. Et arrivé dans la voiture, j'ai pris un grand coup de poing dans la figure. J'ai une dent qui a été cassée. Et en fait, on s'excuse presque après d'avoir fait ça. Tu m'as humilié en boîte, devant tout le monde, après tout ce que je fais pour toi, etc. Donc, non, on peut même pas lui en vouloir, puisqu'on est coupable. La famille, les amis, est-ce que ils ont pu vous aider? On n'en parle pas. On n'en parle pas, on a honte. Au début, on n'en parle pas parce qu'on a honte. Il m'est arrivé en plein été de revenir en week-end dans ma famille avec des manches longues, partout sur le corps. Au bout d'un moment, quand il fait très chaud, vous savez, le réflexe de remonter ses manches. Ma mère, quand elle m'a dit « mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» J'ai dit « on a essayé de me voler le sac à main dans le métro ». Des choses comme ça. Mais jamais on en parle. Au début, en tout cas, on n'en parle pas. On n'en parle que quand on n'en peut plus et qu'on est à bout. C'est-à-dire des mois après? Non, moi j'ai commencé à en parler 14 ans après. Et voilà, c'est ça. Pour certains, c'est des mois, mais vous, ça a pris quand même 14 ans. Oui, parce qu'il y a quand même, on est quand même menacé. Moi, dans mon cas, il faisait des photos de moi intimes. Donc, il menaçait vraiment, pas ouvertement, mais il disait ce serait bête que tes parents soient au courant de ça. Et puis mon père était malade, il était handicapé, il était en fin de vie, on va dire. Ça a duré assez longtemps, malheureusement, sa fin de vie avec un cancer. Mais il menaçait aussi de dire ce serait peut-être pas bien que tes parents sachent comment tu te comportes en réalité. Mais c'est très sournois. Et en plus, tu es alcoolique. Parce que quand on tombe dans ce genre de choses, on peut aussi voir aussi le problème des prostituées. Parce que je considère que ce que j'ai fait, c'est... je vais me classer dans la même catégorie, puisque j'ai accepté ce qui semblait être une fatalité. On s'anesthésie. Et en fait, l'alcool nous aide aussi à pas voir tout ça. Et moi, pour l'accompagner, voilà, il me fallait 3-4 verres de gin avant. Sinon, voilà, aujourd'hui, moi j'ai arrêté l'alcool. Si on me pose une question comme ça, un homme me pose une question, me fait ce genre de proposition, je vais le regarder, je dirais même pas dans tes rêves les plus fous, quoi. Mais l'alcool fait que on oublie, on s'anesthésie, quoi. On s'anesthésie, j'ai pas d'autre mot. Et c'est un petit peu aussi, voilà, les prostituées souvent prennent des substances parce que ça les aide à tenir. Parce que c'est pas un plaisir. Le plaisir, c'est l'amour. Là, c'est pas du plaisir. C'est uniquement mécanique et des déviances sexuelles hard. Oui. Et décidé donc de fuir. Vous avez porté plainte. Comment ça s'est passé, Nézinam? Alors, il y a eu des mains courantes, mais je n'ai même pas voulu la dernière fois porter plainte. C'est-à-dire que la dernière fois, j'étais donc chez moi, il a commencé à devenir assez violent, parce que, bon, quand ils ne sont pas contents, ils sont violents. Et il m'a mis en dehors de chez moi, en plein cours, cours principal de la ville, parce que j'habitais une maison de ville, et je me suis retrouvée en dehors de chez moi, j'ai juste eu le temps d'attraper ma parka, j'étais en petite culotte. Et j'ai réussi donc à appeler la police en disant... voilà, je suis sur le trottoir. Et quand la police est arrivée, la police, la première question, a dit mais à qui appartient cette maison? Donc la maison m'appartenait. Et lui tout de suite il dit c'est une folle, elle habite chez moi, il faut l'emmener. Et la police était complètement déroutée au départ. Et heureusement le policier a dit mais bon le bail est-ce que je peux voir le bail? Et le bail était à mon nom. Un très bon réflexe de ce policier. Oui. Ah oui, mais après ils m'ont expliqué qu'ils avaient l'habitude. Et contrairement aux idées reçues, il m'a dit c'est encore plus courant dans les milieux aisés et bourgeois. Voilà. Mais le pire, si vous voulez, c'est ce comportement que nous victimes nous avons, c'est que
je le voyais parce qu'en plus il insultait les policiers, il leur disait vous allez voir, je vais prendre votre nom, je connais un tel, enfin vous savez comment se comportent les gens dans ce monde-là. Et c'est vrai qu'il avait des relations très haut placées. Et le policier disait ben oui, ça vous allez en parler à qui vous voulez, mais pour l'instant vous sortez quoi. Donc ça, bon évidemment il l'a très mal pris, ça a failli dégénérer, donc les policiers ont voulu l'emmener, et moi je pleurais, et je disais aux policiers lui faites pas mal. Lui mettez pas les menottes, parce que sa famille n'y est pour rien, il a des enfants, et je trouvais toutes les excuses, quoi. Donc on reste encore, si vous voulez, après ce qu'il m'avait fait, on reste encore à l'excuser, et on veut même pas qu'il souffre, on veut pas qu'il soit puni. Pourquoi, à votre avis, Nézinam? Parce que peut-être que vous vous identifiez un petit peu à lui, quelque part, j'allais dire. Inconsciemment, évidemment. Oui, je sais pas, est-ce que... Ils nous font de la peine. On a l'impression d'être coupable de tout ce qui leur arrive. Moi, j'ai passé des années à tout... Voilà, à tout, pas tout pardonner, mais tout excuser, essayer de... En disant, bah, voilà, il me fait de la peine. C'est pas de sa faute. Donc si c'est pas de sa faute et qu'on est deux, c'est de la mienne. Puisqu'ils nous ont entraînés à être coupables de tout. On a été éduqués comme ça. Vous parlez aussi de Dieu. Donc expliquez-nous un peu plus, Nézinam. Alors là, ça fait partie, si vous voulez, de sa panoplie d'outils. Hein, ça fait partie de la panoplie d'outils des pervers narcissiques. Ils utilisent tout. C'est-à-dire que s'ils ont besoin de Dieu, ils vont le chercher pour qu'on culpabilise. Bon, donc moi mon prénom n'est pas Nézinam, c'est Christine. Christine, si vous lisez l'historique de ce prénom, c'est quelqu'un qui a souffert et qui a rencontré dans sa vie 3 tyrans. Donc lui, et à chaque fois on l'a massacré, torturé, brûlé, etc. Mais elle s'en sortait toujours parce qu'un ange venait la sauver. Et donc l'ange, c'était le pervers narcissique. C'était lui, c'était la personne qui était avec moi. Je te protégerai de tout. Mais par contre, voilà, il faut que tu souffres. Mais là, quand il m'a raconté cette histoire, je l'ai regardé, j'ai dit, mais franchement, c'est moi qui vais voir un psy, et je crois que c'est pas moi qui dois aller voir un psy. Parce qu'il était en train de me dire que c'était mes parents qui m'avaient construite de cette façon, et m'avaient donné ce prénom en connaissance de cause. Ma mère a arrêté l'école à 14 ans, elle a fait des ménages, elle a été femme de militaire, elle n'a pas lu ces choses-là, quoi. C'est clair. Donc mes parents, ils m'ont donné un prénom à la mode quand je suis née, tout simplement. Mais ils arrivent à aller chercher des choses pour qu'on se dise, ah ben oui, voilà, comme une voyante, vous allez voir une voyante, elle vous met sous son emprise, et elle vous manipule en vous racontant des choses, voilà, absolument hallucinantes. Mais là, par contre, en revanche, j'ai réagi. Parce que là, j'ai dit, non, c'est pas moi qui dois aller voir un psy, hein, c'est clair. Le pervers narcissique se prend pour Dieu. C'est-à-dire qu'il pense qu'il est au-dessus de tout le monde. Les autres sont tous des imbéciles et par rapport à lui. Vous voulez mettre quelqu'un sous dépendance, vous n'allez pas chercher des choses forcément rationnelles. Sinon, ça ne marche pas. Mais vous, Nézinam, à un moment, vous avez cru un petit peu à ce qu'il a dit. Par exemple, vous dites, à cause de ton prénom, vos parents, est-ce que vous avez cru pendant un certain temps que vous étiez, j'allais dire, prédestiné à avoir cette vie? Que c'était presque votre karma? Ça m'a traversé l'esprit parce que j'étais devenue résignée. Et après, je me suis reprise, peut-être qu'il y a aussi une culture au niveau, études, etc. J'ai quand même fait philo, je me dis, au bout d'un moment, je me disais, mais je vais où là? Heureusement, vous avez eu cette lucidité qui vous a aidé à ne pas tomber encore plus bas. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ben, ça m'a fait réagir et à partir de ce moment-là, j'ai pris une décision. J'ai dit, bon, voilà ce que j'ai.
comme problème aujourd'hui. Bon, déjà, on ne règle pas tous les problèmes forcément en même temps. Et j'en ai un, c'était aussi l'alcool. Donc tant que j'étais sous emprise de l'alcool, je faisais n'importe quoi. Donc j'ai poussé la porte d'une association et je suis allée leur dire je vais arrêter de boire. Tout simplement. Oui, fait progressivement, vous l'avez fait immédiatement. Comment ça s'est passé pour vous, l'arrêt de l'alcool? L'arrêt de l'alcool, j'en avais déjà parlé à un médecin. Il m'avait proposé d'aller faire une cure et j'avais pas envie de partir en cure pendant 15 jours parce qu'on a peur de sortir de chez soi aussi. Hein. On a peur qu'ils reviennent, on a peur qu'ils passent la porte, qu'ils volent des choses, qu'ils détruisent notre univers, donc on ne veut pas partir. Donc quand j'ai entendu après parler d'une association pas loin de chez moi qui aidait les gens à s'en sortir, j'y suis allée et j'ai vu une belle rencontre avec une femme médecin et puis rien qu'en la regardant, j'avais envie d'arrêter quoi. Et j'ai dit je vais arrêter l'alcool. Et j'ai tenu. Et lorsque j'ai arrêté l'alcool, évidemment quand je lui ai dit de toute façon t'auras plus d'emprise parce que j'arrête l'alcool, il est arrivé. Je sais pas, il avait 65 ans à l'époque, sac à dos sur sa moto, il avait de l'alcool dans son sac à dos. Et il a sorti les bouteilles devant moi. Donc je l'ai regardé et j'ai pas bougé. Parce que j'avais décidé qu'il fallait que j'arrête l'alcool pour arrêter lui, quoi. Parce que tout cet alcool, bon, bien sûr, quand j'étais jeune, je suis sortie en boîte comme tout le monde, mais avant, j'ai été mariée et mon mari n'était pas un buveur, donc l'alcool avait pas une place extrêmement significative dans ma vie. Mais avec lui, c'est là que j'ai plongé. Mais plongé jusqu'à, je sais pas, jusqu'à des extrêmes. Quand on boit beaucoup, on met sa vie en danger, mais on la met en danger parce qu'on boit beaucoup, on met sa vie en danger parce que quand on boit, on ne paye pas forcément ses factures, donc il y a des incidences financières. Moi personnellement, avec toute cette histoire, j'ai fermé aussi une entreprise, jamais j'aurais dû la fermer. On se met en danger, oui, on se détruit, on se punit. On se punit. Donc je ne suis pas en train de dire, Français, arrêtez de boire. Il y a des gens qui boivent, qui vont à un apéritif, de temps en temps à une soirée, n'exagérons rien. Si on commence à prendre de l'alcool comme un antidépresseur, c'est que là, ça va très mal. Ça veut dire qu'on a besoin de cacher quelque chose. Vous savez à quoi sert un antidépresseur? Une fois il y a une dépression. Donc quand on commence à utiliser l'alcool pour ça, c'est que vraiment ça va très mal. Donc un antidépresseur, vous en prenez, puis après vous en prenez un deuxième, puis un troisième, et puis un quatrième, et puis vous allez toujours... tant que le problème n'est pas réglé, ça va toujours très mal. Et bien avec l'alcool c'est pareil, donc on en prend de plus en plus. On pense souvent que les hommes peuvent, pour certains, être des pervers narcissiques. Qu'en est-il pour les femmes? Est-ce que certaines peuvent avoir le même comportement? Ah, tout à fait, tout à fait. Donc, évidemment, moi, dans mon témoignage, je vais parler du pervers narcissique que j'ai rencontré, mais les femmes peuvent être aussi des pervers narcissiques. Des hommes peuvent être se retrouver totalement détruits, déboussolés, perdre leurs repères, parce que des femmes se comportent avec eux comme des prédatrices. Alors évidemment, le côté, si vous voulez, que je décris dans le livre, prédation sexuelle est moins évident chez la femme que chez l'homme, mais toutes les violences psychologiques faites aux hommes existent. J'en ai rencontré, et c'est tout aussi terrible et violent. Moi, je me positionne en tant que féministe pour l'égalité homme-femme, et je ne vais pas nier que des femmes se comportent mal, et que des hommes se retrouvent massacrés, victimes de violences. C'est ce que je décris d'ailleurs dans l'autre livre. Moi, enfant de fille-mère, on a un garçon fragile qui
qui n'a pas été reconnu par son père, une fragilité à la base, et qui rencontre une femme odieuse, qui le détruit. Donc oui, il faut absolument dire, c'est pas que masculin, c'est masculin et féminin. Et en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire sur votre vie? Comment vous voyez aussi l'avenir? Alors, l'avenir, appréhension quand même, j'aurais un peu de mal à faire confiance. Mais bon, ben voilà, je pense qu'il faut du temps aussi. Je pense que tous les hommes ne sont pas comme ça. Mais il restera toujours une fragilité. Et puis il y a la mémoire. C'est-à-dire qu'on a toujours des flashs qui reviennent. Même si on dit, je m'en suis sorti, mais quelque part, on a quand même des flashs qui reviennent et ils sont bien là. Le corps, il a été mutilé. Moi, il m'a vendu par plaisir. Voilà, il faisait venir des hommes et il me vendait. Donc, c'est pas des choses qu'on peut oublier parce que non seulement lui le faisait, mais ça veut dire qu'il y avait des hommes qui venaient acheter aussi. Hein. Donc, j'ai quand même un petit peu, oui, je sais pas si un jour on règle définitivement tous les problèmes. On dit qu'on s'en est sorti tout simplement parce qu'on a rompu le lien et qu'on refuse de voir le pervers narcissique, mais tout ce qu'on a vécu, on ne l'oublie pas. C'est toujours là. J'en discute assez souvent avec une prostituée. Rien que de voir un homme se déshabiller, déjà, on a envie de vomir. Parce que ces moments-là reviennent. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Muriel Salmona. Non, mais expliquez-nous, Nézinam. Eh bien, ça c'est sur ma page Facebook, il y a la vidéo, elle est intéressante à faire passer. Elle parle justement de ce qu'on appelle la mémoire traumatique des personnes qui ont subi des violences. Cette mémoire, elle est toujours là, même si on dit on a tourné la page, cette mémoire, elle est toujours là. C'est une question que je pose, Nézinam. Est-ce que l'hypnose ou d'autres thérapies peuvent aider à nettoyer tout ça? L'hypnose, je ne sais pas. Moi, j'ai été hypnotisée par quelqu'un pendant 18 ans. Je comprends. Alors, est-ce que j'ai envie d'être hypnotisée encore? Je suis pas sûre. Parce qu'on a été hypnotisé. Hein. Alors, maintenant, si on me demande si... habituellement, j'aurais dit... Enfin, plus jeune, j'aurais dit... bon, voilà, moi, tant que c'est pas... je suis quand même quelqu'un d'assez cartésien, tant que c'est pas scientifique, carré, etc., ça ne marche pas. Mais, après, avec le recul, c'est un petit peu ce que je raconte dans le livre, bon, avec mes théories fumeuses, j'ai été hypnotisée. Et moi qui pensais être indépendante, libre, etc., eh bien j'ai bien été sous le joug d'un tyran pendant 18 ans. Donc pourquoi ne pas essayer l'hypnose? Effectivement, je sais. Mais j'ai pas d'avis là-dessus puisque je ne l'ai pas essayé. Quand je vous parle de ça, Nézinam, c'est parce que peut-être, c'est comme l'homéopathie, on soigne le mal par le mal. Peut-être que, qui sait, l'hypnose pourrait aider à enlever toutes ces séquelles, tous ces traumatismes qui sont en vous. Oui, d'ailleurs, je veux dire, moi j'ai rien contre un essai, puisque la première chose que j'ai demandé, moi, quand j'ai vu les psychiatres, c'est de dire, est-ce que vous avez un médicament pour couper la mémoire? Je voulais plus me souvenir de tout ça. Et donc, a priori, ça n'existe pas. Sauf qu'on vient de découvrir, si vous l'avez vu, que tout ce qui est antidépresseur, Lexomil et autres substances pourraient être à la source de la maladie d'Alzheimer. Prozac, etc., oui. Oui. Là, il va quand même falloir être vigilant. Mais c'est vrai que c'est la première réaction que moi j'ai eue. Je n'ai pas trop parlé avec les autres personnes qui ont été victimes de ça, mais la première réaction que j'ai eue, c'est est-ce que vous avez un médicament pour que je ne pense plus à ça? Voilà. Et le médecin m'a dit non, bien sûr. Mais je connaissais la réponse. C'est dommage qu'on n'ait pas... Voilà. Au-delà de ça, il y a aussi quelque chose qui pourrait peut-être aider à dépasser cette étape, c'est qu'il y a une reconnaissance des victimes.
dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, il n'y en a pas, parce que le fait n'est pas voilà, qualifié. Je pense que si on punit des gens qui commettent des choses, enfin voilà, que ce soit un pervers narcissique, que ce soit un profiteur de personnes fragiles par la voyance, les magnétiseurs ou tout ce que vous voulez, si ces gens-là, tant que ces gens-là ne seront pas punis, ça continuera. Et les personnes ne pourront pas se reconstruire derrière, puisqu'elles n'auront pas été reconnues en tant que victimes. Muriel Salmona dit quelque chose de très bien dans sa vidéo, sur des personnes qui ont été victimes de violences physiques et psychologiques, parce que c'est pas anodin du tout. Et elle dit, mais quand quelqu'un se fait écraser par un camion dans la rue, vous lui dites pas, c'est pas grave, relève-toi. Tandis que pour nous, c'est ce qu'on nous dit. Bon, ben tourne la page, maintenant c'est bon. Et on peut pas. C'est très difficile. Une des façons de s'en sortir, en fait, c'est de partager son expérience et puis de s'occuper des autres. Parce qu'il faut absolument qu'on reprenne confiance en soi. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai créé une association justement pour les femmes. Donc ça aide beaucoup. Dites-nous un peu donc le nom de votre association, où c'est que vous vous trouvez? Alors moi je me trouve à Saintes, l'association Saintes en Charente-Maritime. L'association s'appelle Gilles Asso pour la dignité de la femme. C'est-à-dire que au sein de l'association, on va les aider à reprendre confiance en elles et puis à retrouver, pour celles qui se sont oubliées, parce qu'on s'oublie un petit peu dans ce combat-là, retrouver aussi leur féminité, réapprendre à sourire, réapprendre à se trouver jolie, à se faire jolie. Parce que pendant un moment, on ne veut plus être jolie. Moi, personnellement, je me suis mise à grossir, je ne voulais même plus qu'on me voie. Là, on se cache. On met des vêtements totalement improbables. On ne sort plus. On veut plus qu'on nous voie. Limite, on se néglige, quoi. On pense qu'en sortant dans la rue, même dans un endroit où personne ne nous connaît, tout le monde sait ce qui nous est arrivé. Et on a honte. On a honte d'avoir subi des violences, on a honte de tout ça, on a l'impression que ça se voit sur nous peut-être. Donc on a peur des autres, on a peur du regard des autres. Alors que, bon, voilà, le monde entier n'est pas au courant de ce qui m'est arrivé, on est d'accord. Mais on a cette impression-là, on a peur du regard des autres. Parce qu'au fond de nous, on se sent coupable. Alors que ceux qui nous regardent, ils peuvent avoir subi des violences aussi. Mais c'est pas ça qu'on voit, on ne veut pas qu'on nous voit parce que voilà, le regard des autres est très très important. Aujourd'hui, si j'arrive à ressortir, ça veut dire que je n'ai plus peur du regard des autres. Puis je m'habille en femme, et puis je sais pas, voilà. Donc si j'ai un conseil à donner aux personnes qui sont victimes de pervers narcissiques, donc ça peut être, il peut prendre la forme du mien, mais ça peut être aussi un proxénète. Ça peut être tellement de personnes dans la vie aujourd'hui, parce que c'est devenu très à la mode d'essayer de manipuler les autres. C'est, comme je dis dans le livre, partez en courant. Partez en courant. Nézinam, ou plutôt Christine, aujourd'hui, donc vous vous occupez de cette association, vous vivez du RSA. Oui. Et ceux qui souhaiteraient vous aider dans l'association, apporter leur soutien financier, ils peuvent le faire comment? Alors, évidemment, le soutien financier, il est important pour quelques produits. Il y a aussi soutien matériel, c'est-à-dire que les vêtements sont importants. Parce qu'il y a des femmes, une fois qu'elles ont été détruites, ou mises dehors, ou qu'il y a eu séparation, elles n'ont pas forcément toujours de quoi s'habiller, habiller leurs enfants, etc. C'est très important. Il y a aussi soutien, donner du temps, c'est bien aussi pour les autres. Donc là, je vais faire appel à toutes les professions qui peuvent donner de leur temps pour écouter, pour participer, pour peut-être, il y a des coiffeuses pour offrir une coupe de cheveux de temps en temps, ou des coiffeurs. J'ai pas d'a priori pour simplement
rafraîchir ou remettre en place des cheveux qui n'ont pas reçu de soins depuis longtemps. Retrouver l'estime de soi, ça passe aussi par l'image. Et l'image, c'est ce qu'on envoie aux autres à l'extérieur. Et pour moi, ça, c'est très important. En revanche, si on me demande en tant que soutien, voilà, je suis, effectivement, je tire les cartes et ça va aider les gens, ces gens-là, je vais les mettre assez vite dehors, oui. On va pas sortir d'un enfermement en allant vers un autre, là, ça va pas tout être possible pour moi. Comme j'avais dit, une coiffeuse, une esthéticienne ou un psychologue, un psychothérapeute, oui, tout à fait, qui donne de son temps bénévolement, et ça serait apprécié évidemment dans votre association. Donc moi les revenus de mon livre, je m'en sers pour l'association. On apporte 1,50 € en format e-book à l'association, mais c'est voilà. Oui. D'abord on envoie un message. Stop à la violence et puis voilà, ça aide l'association voilà, contre quelque chose. Je comprends aujourd'hui aussi que vous savez, les gens qui aident le plus souvent c'est ceux qui ont le moins de moyens. Et aujourd'hui il y a une crise extrêmement grave qui frappe l'Europe, hein, et beaucoup de personnes, moi je reste quelquefois dans une situation un petit peu difficile et préfère subir des violences que se retrouver à la rue. Et c'est triste, voilà, tout simplement. Mais il faut avoir le courage de se dire qu'il y a des associations d'hébergement d'urgence et qu'il vaut mieux, comme vous avez dit, partir le plus rapidement possible plutôt que de subir des violences. Donc les associations, après on les choisit, hein. On choisit surtout les personnes. C'est une question de personnes, à mon avis. Oui, vous voulez dire que certaines personnes qui travaillent dans ces associations sont quelque part insensibles. Oui, parce que quand on est reçu par des personnes qui en face de nous croisent des bras, c'est une position de fermeture et ça veut dire dans le langage non verbal, cause toujours tu m'intéresses. Ils font pas ça par passion, mais c'est carrément un job comme un autre, quoi. C'est un job, oui, tout à fait. Oui, c'est un job. Et puis, je peux comprendre, ils ont aussi leurs problèmes. Mais si ça les passionne pas, ils vont ailleurs. Et là, je suis clair là-dessus, quoi. Voilà. Dans une association, on donne de son temps, on donne de soi. Pour moi, c'est ça une association. Oui, tout à fait. Je donne le titre de votre livre, Nézinam. Alors, l'irréprochable ou le pervers narcissique qu'on peut se procurer, dites-nous encore. Sur mon site www.nezinam.com. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Nézinam, pour votre témoignage poignant. Et je vous remercie aussi pour ce contact très sympathique. Et puis à toutes celles qui écouteront ça, puisque je vais faire passer le message, je vais faire j'ai envoyé beaucoup de tendresse à des personnes comme Chantal, comme Alice, comme Raphaël. Elles se reconnaîtront et j'ai une pensée pour elles parce qu'elles ont connu la même chose que moi. Voilà. Et beaucoup d'autres, mais je ne peux pas citer tout Internet non plus, il y en aurait pour... voilà. Très bien. Merci beaucoup, Nézinam, et bon courage et bonne continuation. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.